Les ressources humaines sont là pour vous aider. Vous avez déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? C'est une petite musique douce et rassurante dans le monde parfois brutal de l'entreprise. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est peut-être la phrase la plus dangereuse à laquelle vous puissiez croire dans votre carrière. Alors attention, cette vidéo n'est pas à charge anti-RH, loin de là. Considérez-la plutôt comme un manifeste de lucidité. Parce que pendant que vous croyez sincèrement qu'ils sont vos alliés, vos confidents, presque même parfois vos amis, ils déploient des stratégies et des processus bien rodés pour protéger un seul et unique client, l'entreprise qui les emploie et qui les paye. Alors, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité documentée, décrite sans filtre par des initiés qui ont eu le courage de briser le silence. Des auteurs comme Didier Bille, ancien DRH, dans son livre « Coup de poing DRH, la machine à broyer », comme Cynthia Shapiro, ex-DRH américaine dans son guide de survie « Corporate Confidential », ou encore comme le chercheur Patrick Vermeuren dans son ouvrage critique « A Skeptic HR Dictionary ». Leurs témoignages sont unanimes. Le département des ressources humaines est avant tout le bras armé de la direction. Alors, ignorer cette réalité, la sous-estimer, ça peut coûter très cher. Alors, je ne parle pas seulement d'argent, je parle aussi de votre santé mentale, de votre réputation. Le prix à payer, ce sont parfois des années de regrets, une carrière freinée, une démission forcée ou encore une négociation de départ humiliante à 0 €. Alors, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles. Ma mission, c'est déjà de vous éviter de prendre un refus catégorique des RH, de votre management. C'est de vous éviter de vous faire avoir par ces mêmes RH, ce qu'on peut appeler parfois les nounous de la famille, et enfin de vous permettre de maximiser vos indemnités. Parfois, c'est une seule négociation, 2 négociations dans votre vie. Quand vous avez 15-20 ans, il ne faut pas se louper. Si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça pourrait vous servir un jour. Vous savez, vous n'allez pas rester indéfiniment dans votre entreprise. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 28 vérités sur les ressources humaines que j'aurais aimé connaître plus tôt et que j'essaye de communiquer au maximum. L'objectif est simple, c'est déjà de vous donner des clés de décodage du système pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre parcours professionnel. C'est important de remettre les choses dans le contexte, c'est votre parcours professionnel. Alors, première vérité, c'est que les RH ne sont pas vos amis, mais ce sont les représentants légaux et stratégiques de l'employeur. C'est le point de départ de tout. Le service RH est payé par l'entreprise et est légalement responsable envers elle. Donc sa mission fondamentale n'est pas de donner du bonheur ou de s'assurer que les salariés soient heureux, mais son objectif, sa mission, c'est la sécurisation des intérêts de l'employeur et la limitation des risques juridiques et financiers. Donc en cas de conflit entre votre intérêt personnel et celui de la boîte, il n'y a jamais la moindre hésitation. L'entreprise passe en premier, toujours. Donc cela signifie que lors d'un entretien en jeu, vous n'êtes pas dans un dialogue équilibré. Vous êtes souvent seul face à 2 personnes, parfois 3 personnes, votre manager, le RH, dont les versions des faits seront parfaitement alignées. Bien entendu, leur compte-rendu interne rédigé pour protéger l'entreprise pèsera toujours plus lourd que votre parole seule. La deuxième vérité, c'est la confidentialité d'un échange avec les RH à des limites très strictes. Un RH n'est ni un avocat, ni un psychologue, ni un confident. Il n'est soumis à aucun secret professionnel qui vous protège. Donc lorsque vous confiez en toute confiance, comme ils disent, on peut parler en toute confiance, on se comprend, on se connaît. Comprenez que toute information jugée utile à la protection de l'entreprise peut et sera partagée avec la direction, avec les juristes de l'entreprise ou avec votre management. Donc peut-être que vous vous plaignez de l'ambiance dans l'équipe. Vous venez de vous étiqueter comme potentiellement négatif ou un frein. Vous évoquez un surmenage, on commence à documenter votre fragilité. La seule confidentialité qui tienne est celle qui est explicitement prévue par la loi entre vous et votre avocat, comme dans le cadre d'une procédure de dénonciation de harcèlement. Hors de ce cadre, quand on vous dit la porte est ouverte, venez, communiquons, etc., ça veut surtout dire la porte d'entrée est là pour choper de l'information. Donc la vérité numéro 3, c'est que le jargon RH sert à anesthésier la réalité et à neutraliser les émotions. Les mots ont un pouvoir immense, vous le savez. Les RH ont parfaitement compris, eux aussi. Donc un licenciement économique devient un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE. Ce n'est plus seulement un licenciement, non. Une mise au placard humiliante est une réorganisation des périmètres. Un cas de harcèlement évident est parfois reclassé en conflit interpersonnel. Ce langage aseptisé
Cette novlangue d'entreprise, je dirais, a un double objectif. C'est déjà de minimiser la gravité des faits pour éviter les réactions épidermiques et décourager toute action en justice en rendant la situation floue et subjective. Et puis c'est aussi une façon de vous faire accepter l'inacceptable en rendant abstrait les choses. La quatrième vérité, c'est que les RH ne rendent pas la justice, ils gèrent un risque. Donc lorsque vous signalez un problème grave, une discrimination, une fraude, du harcèlement, en fait, ne vous attendez pas à ce que les RH lancent une enquête de vérité absolue. Leur première analyse est une analyse de risque. Quel est le coût de cette affaire? Quel est l'impact sur l'image de l'entreprise? Y a-t-il un risque de contentieux, de grève, de mauvaise presse? Parfois, d'un point de vue purement cynique et économique, il est plus simple et moins coûteux de faire partir la victime avec un petit chèque que de sanctionner le manager toxique, mais juger HP, vous savez, aux performeurs, etc. Donc, puisque celui-là, en fait, va rapporter peut-être des millions à la boîte. Donc, on préfère le garder. C'est purement économique. Donc, votre quête de justice n'est pas leur priorité. La gestion du risque, ça l'est. Beaucoup de salariés voient leur fiche de poste comme un bouclier protecteur. Et c'est une erreur. Pour l'entreprise, c'est un outil de flexibilité. Elle peut être étirée pour y ajouter des missions ingrates afin de vous surcharger et de vous pousser à la faute. À l'inverse, on peut la rétrécir aussi en vous retirant discrètement vos projets les plus valorisants pour vous marginaliser. C'est un document qui décrit une situation à un instant T, mais qui peut être modifié unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Donc ne vous y accrochez pas comme une bouée de sauvetage. Ça ne sert pas à ça. Maintenant, laissez-moi vous parler des outils officiels et de leurs usages détournés. La vérité numéro 6, c'est que l'entretien annuel sert avant tout à créer une trace écrite contre vous. Ce rituel est un exercice à haut risque. À l'oral, l'ambiance peut être cordiale, les critiques sont nuancées, et puis on vous donne des tapes dans le dos, on vous gratifie ou on vous dit que ça va aller. Mais attention au compte-rendu écrit. C'est là que la véritable partie se joue. Les objectifs soudainement décrits comme partiellement atteints, des axes d'amélioration qui ressemblent à des reproches. Ce document, une fois signé, devient une pièce maîtresse dans un futur dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc la règle d'or, c'est de ne signer absolument aucun compte-rendu sur le champ. Prenez le temps de le relire et ajoutez systématiquement vos propres commentaires écrits si vous êtes en désaccord. Septième vérité, la politique de la porte ouverte. Cette politique est un aspirateur à informations stratégiques. La porte est toujours ouverte à Malric. Cette invitation sympathique est souvent un piège. En y allant, de manière informelle, pour partager vos frustrations ou vos ambitions, vous livrez, sans le savoir, des informations cruciales sur votre état d'esprit, sur votre niveau de satisfaction et sur vos intentions. Alors, vous vous collez une étiquette de l'insatisfait, de l'ambitieux, de l'impatient, de celui qui a des problèmes avec son manager. Bref, les étiquettes arrivent très vite et on a du mal à s'en détacher. Ces informations ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Elles sont collectées, elles sont analysées et servent à anticiper les conflits, à cartographier les risques humains et parfois à préparer votre sortie en douceur. La vérité numéro 8, c'est qu'une enquête interne n'est pas un procès équitable, mais c'est une procédure à charge. Quand les RH lancent une enquête interne suite à un incident, rappelez-vous que l'entreprise est à la fois l'enquêteur et le procureur, le juge et le jury. L'objectif n'est pas de découvrir la vérité, mais de construire une version de la vérité qui arrange l'entreprise. Donc les questions sont orientées, les témoignages sont choisis et les conclusions sont rédigées pour minimiser la responsabilité de l'employeur. Si vous êtes la cible d'une telle enquête, la prudence est de mise. Vous ne vous y rendez jamais seul. Et surtout, considérez chaque mot que vous prononcez comme potentiellement retenu contre vous. Neuvième vérité, l'information peut être une voie de garage ou un test de docilité. On vous propose une formation formidable, mais très longue, sur un sujet qui vous éloigne de vos missions principales. C'est peut-être une façon élégante de vous écarter d'un poste le temps d'une réorganisation. On vous impose une formation sur des soft skills basiques alors que vous êtes un expert reconnu. C'est peut-être pour documenter votre prétendue difficulté à travailler en équipe, par exemple. Ou alors c'est pour vous tester. Ou alors c'est parce qu'on ne sait pas encore exactement quoi faire de vous, et donc on vous met au placard. La formation n'est pas toujours un investissement sur vous. Elle est parfois un outil de gestion pour vous faire patienter, vous tester ou justifier une future non-promotion. 10e vérité. Les promesses orales ne valent rien. Seul l'écrit constitue une preuve. C'est peut-être la règle la plus simple et la plus bafouée. Vous connaissez le dicton « Les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Eh bien, une augmentation promise à la machine à café, une promotion évoquée lors d'un déjeuner, un projet stratégique qui vous est confié verbalement, tout cela n'a aucune valeur juridique. Le jour où votre manager part ou que la direction change,
eh bien ces promesses, pouf, elles s'évaporent. Donc la seule réponse que vous obtiendrez des RH à ce moment-là, en fait, à Malrive, nous n'avons aucune trace écrite de cet engagement, rien. Et donc là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc après chaque discussion importante, faites un mail récap. Suite à notre conversation de ce jour, je te confirme que nous sommes bien d'accord sur papapap. Et vous citez ce que vous avez dit, ou ce sur quoi vous êtes d'accord. Le silence vaut souvent accord, et vous aurez au moins une trace. Maintenant, laissez-moi vous parler des signaux faibles de mise à l'écart. Ça, c'est extrêmement important. 11e vérité, c'est par exemple qu'on vous retire progressivement vos projets et vos responsabilités. Ou ça commence doucement, parfois on ne s'en rend pas compte. Un projet stratégique que vous pilotiez est finalement confié à un autre pour, soi-disant, vous soulager. Là, une réunion clé a lieu sans vous. Ah, c'est un simple oubli. On vous retire la gestion du budget de l'équipe. Ah, c'est peut-être comme ça, on va voir. Ou alors encore, on vous retire du staff pour les mettre chez quelqu'un d'autre le temps d'un moment. En fait, tout ça, ce n'est jamais un hasard. C'est le début de l'isolement professionnel. C'est une stratégie qui vise à vous rendre moins central, moins indispensable et donc plus facile à faire partir. 12e vérité, votre manager devient distant et communique exclusivement par écrit. Là, la dynamique change complètement. Fini les conversations informelles, votre manager qui était proche et accessible devient soudainement distant, froid. Surtout s'il se met à communiquer avec vous principalement par email, souvent en mettant peut-être d'autres personnes dans la boucle, du management, des RH. Chaque demande, chaque instruction, chaque reproche est formalisé. Alors là, ne vous y trompez pas, il ne cherche pas à être plus clair, il cherche à se protéger et à construire un dossier contre vous sur instruction, vraisemblablement, de sa hiérarchie. 13e vérité, on vous demande de former votre propre remplaçant sous un faux prétexte. Donc ça, c'est le coup classique. On embauche un junior, soi-disant pour vous seconder, et on vous demande de documenter en détail tous vos process pour assurer la continuité du service. En réalité, vous êtes en train de préparer la transition et de former la personne qui prendra votre poste. Le but est que votre départ, une fois acté, soit le moins perturbant possible pour l'organisation. Si on vous demande de créer votre propre mode d'emploi, l'alerte est maximale. 14e vérité, votre activité en ligne et vos données numériques peuvent être surveillées. Donc soyez vigilants, ne soyez pas naïfs. Votre activité sur les réseaux professionnels est scrutée. LinkedIn, tout le monde regarde. Le simple fait d'activer la fonction Open to Work sur LinkedIn, même en mode privé, peut remonter aux oreilles des RH via des recruteurs partenaires. De même, votre activité sur votre ordinateur professionnel, les sites que vous visitez, l'heure à laquelle vous vous connectez, et même à laquelle vous vous déconnectez, tout cela peut être analysé pour déceler des signes de désengagement. 15e vérité, le fameux quiet quitting. Donc ça, c'est un suicide professionnel assisté par l'entreprise. Faire le strict minimum, lever le pied pour protester silencieusement, cela peut sembler être une forme de résistance, un moyen de reprendre le contrôle, mais en réalité, c'est une aubaine pour l'entreprise. Vous leur fournissez sur un plateau d'argent tous les éléments nécessaires pour construire un dossier d'insuffisance professionnelle. Le non-respect des délais, le manque de proactivité, la baisse des performances, tout cela sera méticuleusement documenté et utilisé pour justifier votre sortie. 16e vérité, des objectifs volontairement inatteignables annoncent une sortie programmée. C'est une technique qui est classique, vraiment c'est classique, et elle est redoutable. On vous fixe des objectifs tellement élevés qu'il est mathématiquement impossible de les atteindre. Le but n'est pas de vous motiver, mais de programmer votre échec. Et cet échec voulu, organisé, sera ensuite documenté lors des points de suivi et des entretiens annuels. On deviendra la preuve objective et irréfutable que vous êtes sous-performant. Et donc là, on pourra justifier pleinement une rupture de votre contrat. Et là, ensuite, c'est l'escalade vers la sortie. 17e vérité, la mise au placard est une stratégie, bien entendu, d'usure psychologique pour obtenir votre démission. Le bore-out, vous avez entendu parler de ça, c'est qu'en fait, on vous vide de toute mission. Il n'y a plus rien à faire. Votre nom disparaît des organigrammes, plus de mission, vous n'êtes plus invité à aucune réunion, ouais. Vos journées, en fait, deviennent un vide abyssal. Le but est de vous user psychologiquement, de vous faire sentir que vous n'avez plus rien à faire ici, de vous faire sentir que vous êtes inutile, voire même de vous humilier à petit feu jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus et que vous démissionnez. Alors au début, on peut tenir 3 mois parce qu'on a des projets, que ce soit gérer les vacances, gérer des travaux, gérer je sais trop quoi, 3 à 6 mois, mais après c'est extrêmement long. Pour l'entreprise, c'est l'objectif ultime, une sortie à coût zéro, sans risque judiciaire. D'ailleurs, c'est la même stratégie d'attrition avec ce que vous devez vivre, vous êtes très nombreux à le vivre aujourd'hui, c'est fin du télétravail, on retourne au boulot. Même chose, on va vous tester. Vérité numéro 18, l'entretien surprise est une embuscade conçue pour créer un choc psychologique. Vous êtes convoqué dans un bureau, sans ordre du jour précis. Tiens, Mallory, viens voir.
En entrant, vous découvrez votre manager accompagné du RH. En général, ça se passe en plus un vendredi, comme ça, avant de partir en vacances ou au week-end. La porte se referme. On vous présente alors un dossier, une lettre, une proposition de rupture. Le but est de créer un effet de surprise et donc un choc émotionnel pour vous déstabiliser et vous priver de vos moyens. Dans cette situation, un seul réflexe. Ne dites rien, n'acceptez rien, ne signez rien. Déclarez simplement que vous avez besoin de temps pour étudier les documents et consulter votre conseil. 19e vérité, c'est la menace d'un licenciement pour faute grave. Souvent, c'est du bluff, un peu comme au poker. En gros, ils vous disent, eh bien Maverick, soit vous signez cette rupture conventionnelle avec une indemnité minimum, soit on vous licencie pour faute grave et vous n'aurez rien. Alors c'est une technique de négociation extrêmement agressive, le but est de vous faire peur. Un licenciement pour faute grave est privatif de la plupart de vos droits, tout, vous n'avez aucune indemnité et ça ternit votre réputation. Mais en réalité, c'est souvent un bluff pour vous faire accepter un mauvais accord. Donc soyez vigilants là aussi. La nuit porte conseil. 20e vérité, la mutation piège sert à provoquer un refus qui sera qualifié de faute. C'est une manœuvre particulièrement sournoise, surtout si votre contrat de travail contient une clause de mobilité. On vous propose à Maverick, une formidable opportunité d'évolution. Sauf que là, cette fois-ci, c'est à l'autre bout de la France. Dans une ville où vous n'avez aucune attache. Et ce, sans compensation financière significative, et il faudrait prendre le poste maintenant. En gros, l'entreprise sait pertinemment que votre situation familiale vous empêche d'accepter. Votre refus, pourtant légitime humainement, sera alors qualifié d'insubordination. Et ensuite, ce refus sera utilisé comme motif pour engager une procédure de licenciement. Alors, les pièges des RH ne s'arrêtent pas là. 21e vérité. Les tests de personnalité, en fait, sont des outils de pouvoir pour justifier l'arbitraire. Le MBTI, le DISC et tous ces autres tests pseudo-scientifiques sont présentés comme des outils objectifs de connaissance de soi. Les études sérieuses, d'ailleurs, ont prouvé que les résultats changent du tout au tout à 6 semaines d'intervalle. Vous pouvez le refaire. En réalité, ce sont de redoutables outils de pouvoir pour les RH. Ils permettent de vous coller une étiquette, boum, très réductrice. En gros, il n'est pas leader, elle n'est pas assez analytique, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et donc d'enfermer votre potentiel dans une case. Ces conclusions sont ensuite utilisées pour justifier des décisions totalement arbitraires, par exemple un refus de promotion, une mise à l'écart, voire un licenciement. Donc c'est une façon de blanchir un préjugé en le déguisant en données psychométriques. Simple, soi-disant, c'est baqué avec de la data. Full bullshit. 22e vérité, une pratique tolérée pendant des années peut devenir une faute du jour au lendemain. La culture d'entreprise est souvent faite de règles non écrites, tacites, de pratiques tolérées. Par exemple, inviter un client à un déjeuner un peu cher, pareil pour les cadeaux de fin d'année. Bon, la politique officielle ne le permet pas, mais on l'a fait pour ce client ou pour ces occasions-là. Pendant des années, personne ne dit rien, puis un jour, parce que l'entreprise a besoin de se séparer de vous, cette pratique devient soudainement une, je cite, violation grave des procédures internes. Donc l'application des règles est souvent à géométrie variable et son durcissement soudain est un excellent indicateur que vous êtes dans le viseur. 23e vérité, les mentions de confidentialité dans les emails servent surtout à intimider. La fameuse bannière « ce message est confidentiel » et 3 petits points à la propriété exclusive de l'entreprise. Donc cette phrase que vous trouvez généralement en bas des emails a surtout une valeur psychologique. Son objectif réel est de vous intimider et de vous dissuader de transférer des échanges compromettants à votre avocat ou sur votre boîte mail personnelle. Elle vise à vous empêcher de constituer un dossier solide en cas de litige. Donc dans de nombreux cas, sa valeur juridique est limitée, mais son pouvoir de dissuasion est maximal. 24e vérité. La formation obligatoire peut être un outil de tri et de mise à l'écart. Une formation obligatoire n'est pas toujours destinée à vous faire monter en compétences. Parfois, elle sert à tester votre docilité ou votre alignement avec la stratégie de l'entreprise. Elle peut aussi servir de filtre. En fixant des examens de validation difficiles, on peut identifier les profils qui sont moins performants et donc justifier aussi une future charrette. Ciao les nazes. Donc c'est un moyen de créer une hiérarchie de compétences de manière objective pour préparer les décisions de réorganisation. Alors attention aux erreurs fatales à ne surtout pas commettre. On arrive sur les 3 grandes dernières vérités. La vérité numéro 25, c'est de ne jamais demander vous-même une rupture conventionnelle. C'est l'erreur numéro 1 en négociation de départ. Alors il y a pire, mais c'est quand vous formalisez la demande par écrit. Alors là, vous perdez instantanément le rapport de force. Vous signifiez en tous ces cas-là officiellement la preuve que vous voulez partir. Et il peut vous opposer un refus catégorique, autant qu'ils le veulent, ce qui réduit à néant, zéro, votre pouvoir de négociation sur une quelconque indemnité. Donc laissez toujours l'employeur faire le premier pas et proposer la rupture.
Votre positionnement change alors du tout au tout. Vous n'êtes plus un demandeur, mais quelqu'un qui est prêt à négocier les conditions de son départ amiable. Et là, c'est pas la même histoire. Et justement, la négociation de départ, c'est un moment où l'enjeu est énorme et où on ne peut pas se permettre d'y aller à tâtons face à des RH chevronnés, face à des managers qui ont l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, souvent, vous avez refusé à des personnes. Maintenant, pour défendre vos propres intérêts, c'est une autre paire de manches. Donc si vous êtes dans cette situation ou si vous l'envisagez et que vous voulez être sûr d'utiliser une stratégie éprouvée, je vous propose d'en discuter. Se préparer face à une direction ou à des RH, ça ne s'improvise pas. Pour mettre toutes les chances de votre côté, surtout, vous savez que ça ne se fait pas tous les jours, une négociation. Quand vous avez 15, 20 ans, 30 ans d'ancienneté, vous n'aurez peut-être qu'une seule négociation dans votre vie. 2. Voilà. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, pour maximiser vos indemnités et sécuriser votre avenir professionnel, eh bien, un premier entretien pour évaluer votre situation et définir une stratégie peut être faite avec moi. Donc l'objectif est simple, c'est de vous permettre de tourner la page dans les meilleures conditions possibles. Le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous de la vidéo, dans la description. J'enchaîne sur la vérité numéro 26. Vous n'êtes jamais obligé de signer un solde de tout compte sur le champ. Le jour de votre départ, on vous tendra une liasse de documents dont le fameux reçu pour solde de tout compte. On vous mettra la pression pour le signer immédiatement afin de récupérer votre chèque. On vous le dira comme ça. C'est faux. La loi vous accorde un délai de 6 mois après la signature pour contester les sommes qui y figurent. Donc ne cédez jamais à la pression, prenez le document, rentrez chez vous et vérifiez tranquillement, ou faites-le vérifier que tous les documents, tous les montants, salaire, primes, congés payés, etc. sont corrects. 27e vérité. Le timing des annonces est une arme psychologique. Une convocation à un entretien préalable envoyée un vendredi à 17h juste avant un long week-end. Ah bah tiens, une proposition de rupture faite la veille de votre départ en vacances. Oh! Ce timing n'est jamais innocent, vous vous en doutez bien. C'est une arme redoutable. Il est stratégiquement choisi pour maximiser votre isolement. Vous empêcher de contacter rapidement un conseil. Et puis surtout, augmenter votre niveau de stress pour vous pousser à prendre une décision hâtive. Puis imaginez-vous bien, à votre retour de vacances ou de congé, vous serez prêt à accepter plein de choses. Et surtout, vous ne saurez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Dernière vérité, la numéro 28, documentez tout le temps, avec méthode. C'est votre meilleure assurance vie professionnelle. Sans un dossier solide, votre parole ne pèse rien face à l'arsenal RH de l'entreprise. Transférez systématiquement les emails compromettants, les emails importants sur une adresse personnelle et sécurisée. Après chaque entretien oral en jeu, prenez le temps de rédiger un compte-rendu. Détaillez-le, datez-le, envoyez-le vous. Conservez vos évaluations, les félicitations de clients ou de votre management, les preuves de vos performances. Être préparé ne signifie pas être paranoïaque. Cela signifie simplement que le jour où le vent tourne, vous ne serez pas désarmé. Alors ces 28 vérités ne sont pas là pour vous rendre cynique ou paranoïaque ou faire peur. Elles sont là pour vous rendre lucide et stratégique. On est dans du business. Les professionnels des ressources humaines ne sont pas des personnes fondamentalement méchantes, bien entendu. Elles font leur boulot. Mais ce sont des employés qui servent un système, qui servent leur employeur, qui servent la personne qui les paye. C'est normal. Donc, ils jouent un jeu avec des règles précises. Vous devez les connaître, ces règles. C'est important. Donc, le vrai danger, ce n'est pas leur comportement, c'est votre ignorance de leurs intentions. Pensez que les RH sont vos amis, c'est comme aller sur un ring de boxe en pensant que votre adversaire est un partenaire de danse. Non, vous devez connaître les règles du jeu. Non pas pour devenir agressif, mais pour savoir vous protéger, pour savoir anticiper les coups et surtout, défendre vos intérêts. C'est votre carrière, c'est votre vie. Alors, préparez-vous, même et surtout quand tout va bien. Vous savez ce qu'on dit quand on divorce, parce que ça reste un divorce professionnel à un moment. Il n'y a pas un coup d'éclair dans un ciel bleu. Donc, documentez vos succès, comprenez les règles de base, anticipez les manœuvres possibles. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a été utile, eh bien, likez-la et puis abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. On le fait toutes les semaines. Surtout, partagez aussi cette vidéo à un ami, à un collègue, à un proche, à un cadre qui pense encore que la porte des RH est toujours ouverte pour son bien. Et partagez-les même à vos amis RH, il n'y a pas de problème. Diffuser cette connaissance, c'est un acte de solidarité. C'est la meilleure façon de rééquilibrer le rapport de force employé-employeur. Car dans le monde de l'entreprise, la connaissance est et restera toujours votre meilleure armure.